regarder la photo. Alors, cette je page peux vous dire, quand les islamistes ensuite, ont attaqué elle est revenue. Non, je peux vous dire que c'est pas vrai. Oui. La page qui m'a attaqué et qui a demandé mon assassinat, j'ai mis plus d'1 an et demi à la faire fermer. Oui. Et Dieu sait qu'on était des milliers à demander la fermeture de la page. Ils l'ont pas fermée. Alors que le jour où j'ai posté la photo d'une femme nue en solidarité à Ali Al-Mahdi en Égypte, on m'a fermé ma page à moi en 2 secondes. D'accord. Donc c'est pour vous dire comment vous l'expliquez, c'est-à-dire il y aurait un tri sélectif parce qu'ils sont de la part de Facebook. Ils sont Facebook est payé par les islamistes et par la pub des islamistes. Monsieur, moi je vous le dis. Quand il choisit un je les ai attaqués en justice. Attendez. Ok. Pardon. Allez-y, Shaina. Non, je veux dire parce qu'en fait sur Facebook, quand tu choisis vraiment en raison, ça veut dire que tu dis nudité. Donc là, ils ont vraiment un raison. Et s'il y a c'est des mots-clés et en fonction de. Mais c'est 20 000 personnes qui disent oui, c'est ça. Mais attaque contre ma personne. Attaque contre ma personne. On demande mon assassinat. C'était quand même extraordinaire. C'est ça la contradiction. Et vous avez vu les photos qui ont défilé au début. Oui, c'est ça qu'il y avait sur cette page. Julien, expert des réseaux sociaux, va répondre juste sur ce point. Comment se fait le sentiment? On ne peut pas avoir une réponse claire de la part de Facebook. Il y a un problème de manque de transparence de Facebook à ce niveau-là. Et ça, c'est vrai. Ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne comme une machine a priori. C'est-à-dire que ça reçoit énormément de demandes sur effectivement des mots-clés où Facebook va bloquer automatiquement. Ce sont des logiciels qui font ça, c'est pas les êtres humains forcément. Ça passe par des logiciels parce qu'ils reçoivent énormément de demandes. Le problème qu'on a, et là je suis d'accord avec vous, c'est qu'ensuite Facebook ne réagit pas assez vite pour s'apercevoir que c'est une infraction à la liberté. Je vais quand même apporter une précision parce qu'il n'y avait pas seulement les gens qui cliquaient pour dire il faut fermer la page. Il y avait une plainte en justice en France contre eux qui est arrivée aux États-Unis. On nous a répondu au bout de 2 mois que cette plainte n'était pas recevable depuis la France puisque les administrateurs étaient tous en Tunisie. Vous trouvez ça normal? Ah mais moi je Donc c'est pas une question de réaction. Je ne défends pas Facebook. Non, c'est pour vous dire que ce n'est pas vrai que c'est une question de clic et d'ordinateur. Ils se mettent derrière cette excuse pour dire on ferme pas, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que Ennahda paye des pages de publicité sur Facebook. Et ça, il faut le savoir, il faut le dénoncer. Mais Julien, ça n'empêche pas les femmes d'être très présentes sur les réseaux sociaux et de se battre également par ce biais. Je ne vais pas rentrer sur cette théorie un peu du complot autour de Facebook, je sais pas, j'ai pas la solution là-dessus. Mais vous avez d'autres images. La dernière chose qui m'a semblé intéressant sur cette page Facebook, et j'aimerais vous entendre là-dessus, parce qu'il y a cette jeune femme effectivement qui enlève son voile, qui dit « je sens enfin le vent dans mes cheveux ». Mais il y a aussi cette jeune femme-là, qui est sur la même page, et qui dit « pour moi, les droits de la femme, c'est ça ». Et alors, moi, ça m'a quand même interpellé. Dit « je soutiens la révolte ». Ça, c'est le nom de la page, en fait. « Je soutiens la révolte des femmes ». Bon, c'est pas d'une imagination incroyable, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle, pour elle, défend les droits de la femme. C'est absolument pas contradictoire avec le fait de porter le niqab. Non, c'est pas ça ce qu'elle dit. Si, le fait d'être sur cette page, c'est son message. Non. Elle peut être obligée de porter ça, et c'est pour cela qu'elle poste cette phrase. Comment on pourra le savoir? Ça, c'est votre interprétation. Je ne sais pas. Mais ça, c'est typiquement d'une interprétation un peu occidentale de dire elle ne peut pas vouloir ça. Je suis avec le soulèvement de la femme dans le monde arabe. Ça ne veut pas dire que je suis libre de porter mon niqab. Il y a des pays où elle peut même pas l'enlever dans sa chambre à coucher. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez même pas imaginer qu'elle veuille porter le niqab. Moi, je vous dis, si jamais elle avait voulu faire ce que vous dites, elle se serait montrée, elle se serait floutée le visage. Non, elle aurait mis autre chose. Elle aurait mis autre chose sur son visage. Il y a la réponse elle aurait mis autre chose. Caroline Laurent-Simon va réagir. Elle a gardé son niqab. Une seconde, Caroline Laurent-Simon. Je voudrais, moi, ça fait 20 ans que je travaille au Proche-Orient ou dans les pays méditerranéens. Et alors, je trouve qu'on ne peut pas rapidement dire elle est obligée ou elle n'est pas obligée. Ce que je voudrais dire, en tout cas, depuis la révolution, enfin depuis le printemps arabe et l'avènement, en tout cas, dans les gouvernements d'Ennahda et des frères musulmans, moi, j'assiste à quelque chose que vous avez vu aussi et qui m'interroge, que j'ai envie de documenter, j'ai envie d'enquêter, c'est tout ce féminisme ou ce soi-disant féminisme. Alors, prôné par les salafistes, moi je l'ai vu en Égypte, j'ai enquêté dessus, ou par Ennahda, ou par d'autres mouvements islamistes. C'est intéressant de voir à quel point la femme et le féminisme et les droits des femmes est repris, réutilisé, manipulé. C'est en tout cas ce que me disent aussi beaucoup. Moi, je le constate et c'est ce que me disent aussi. C'est une autre manière. En fait, c'est une envie de donner un autre modèle que celui proposé sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que de toute façon, qui ressemblerait à un modèle occidental. Non. Non. Alors, je pense que
il faut arrêter de toujours dire modèle occidental ou pas. Les droits des femmes... Dans leur vocabulaire, c'est ça qui est utilisé. Oui, mais justement, il ne faut pas se laisser avoir. Il ne faut pas se laisser avoir par ça, parce que nos droits à toutes les quatre sont les mêmes. D'abord, sont les mêmes que ceux des hommes. Pour moi, les droits des femmes, c'est les droits de l'homme. Nos droits à toutes les quatre sont les mêmes. Les droits d'une femme au fin fond de l'Égypte, au fin fond du Soudan, au fin fond de, je sais pas moi, du Congo ou ailleurs, on a les mêmes droits. C'est-à-dire, enfin, on devrait avoir les mêmes droits. Mais ce féminisme, cet argument féministe, moi, m'intéresse beaucoup. J'ai envie de savoir. Qu'est-ce que disent les salafistes alors? J'ai travaillé donc sur cette chaîne de télé que Shahinaz connaît bien, où il n'y a que des femmes en niqab. Maria TV en Égypte. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé, moi, voir toutes ces femmes en niqab en dehors de la chaîne de télé. Je les ai rencontrées avec une interprète formidable, d'ailleurs journaliste, mais on les a rencontrées dans la chaîne, pas à l'extérieur. Qu'est-ce qu'elle vous en dit? Elle me parle toujours du féminisme. Regardez, on a le droit de faire ce qu'on veut, on n'est pas différente de toi. Effectivement, ces filles sont très sympathiques. C'est ce que disent les femmes en niqab en France mais aussi. c'est ce qu'elles disent aussi. Mais au-delà de ça, voilà, tu souris. Et effectivement, on peut sourire parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de manipulation. Alors après, on va me dire, ok, t'es occidentale. Non, moi, c'est toutes les femmes que je rencontre. Est-ce que Shahinaz, on va mesurer la question du féminisme ou des droits des femmes avec cette question de port du voile, du niqab ou non? Est-ce que c'est aujourd'hui le critère principal? Non, en fait, pas du tout. Moi, même quand je parle, parfois, par exemple, j'ai vu en France, quand je suis arrivée là, que le voile, c'est un problème. Par exemple, en Égypte, c'est pas du tout le cas. Parce que tu as des filles voilées, elles sont très ouvertes, elles font tout. Hein. C'est un peu, en Égypte, ça devient un tenue un peu sociale qu'il faut mettre parce que tout le monde... C'est un uniforme ou quelque chose? Oui, un uniforme, oui, comme ça. Oui, mais c'est vraiment pas la fille pas voilée. Oui, c'est vraiment autre chose. Moi, par exemple, aussi, par exemple, quand j'étais en Égypte, j'avais des pressions pour mettre le voile. Et quand je suis venue en France, j'ai vu des filles qui ont obligé pour enlever leur voile. Pour moi, franchement, les questions, c'est la liberté de la femme. C'est elle qui choisit, c'est elle qui doit choisir. On ne doit pas faire cette pression. Oui, mais on doit se poser la question. On doit lui donner. Pourquoi ce voile, et qui devient un voile uniforme, qui n'était pas un voile uniforme? Il est né avec l'islamisme. Il est né avec l'islam politique. Pourquoi? Dans les années 90, toutes les féministes étaient contre le voile et moi j'étais à mort contre le voile parce que les Algériennes se faisaient trucider quand elles sortaient sans le voile et elles sortaient sans le voile comme un acte politique. Or, on a oublié un petit peu aujourd'hui que ce voile est au départ un acte politique et qu'il y a un parti derrière ça. Alors on le banalise parce qu'effectivement maintenant il y a des femmes qui disent moi c'est pour avoir la paix, l'autre elle dit moi je sais dans mon enfance les filles qui portaient le sefseri la plupart du temps c'était les filles populaires parce qu'elles disaient je le porte pour pas montrer que j'ai des vêtements pauvres. C'était une façon de sortir. C'est un outil démocratique. D'accord. Mais aujourd'hui où justement on libère la femme, pourquoi de nouveau on revient à cet enfermement du corps féminin et qu'on l'excuse avec ce voile qui serait soi-disant une liberté de la femme? De choix. Non, on oublie qu'elles sont aliénées, celles qui disent je le porte par choix. Ce n'est pas vrai. On oublie que c'est les mêmes petites filles de Hoda Sha'raoui qui a elle-même, avec ses camarades, brûlé leur voile dans la place publique en Égypte, au Caire, à place Ismaïlia, qui est maintenant s'appelle place Tahrir. Expliquez-moi pourquoi, à chaque fois qu'il y a un débat sur la situation des femmes dans le monde arabe, dans le monde musulman, il est souvent, il est réduit à la question du voile. On aborde aujourd'hui la question de la situation des femmes après les printemps arabes. Mais parce que c'est pas la question du voile. C'est pas la question du voile, c'est le corps des femmes. L'enjeu, c'est le corps des femmes. On le voit. Parce que moi, je suis en train de faire un film sur les fémènes qui manifestent, dont elle est une des ferventes activistes, qui manifestent seins nus. On voit bien, et ce sont des Ukrainiennes, dans un pays chrétien, orthodoxe, elles ont eu l'idée d'aller manifester seins nus. Alors après, on peut remettre en question la méthode, pas la méthode, peu importe, mais on voit bien qu'on touche à un point central. Le truc, c'est le corps des femmes. Alors qu'en Occident, on veut la dévoiler, on veut la dénuder, on veut la montrer nue partout, et dans les pays arabo-musulmans, entre guillemets, on veut la voiler. Mais partout, le problème, c'est le corps des femmes. Parce que pour eux, le corps des femmes,
c'est ce qui fait que les hommes perdent pied. Mais c'est surtout quand même extraordinaire. le problème. Non mais permettez-moi, Nadia El-Fani, le problème ce n'est pas le corps des femmes, c'est le regard des hommes sur le corps des femmes. Oui, c'est ça. Ils perdent pied. Donc le problème, ce sont les hommes plutôt. Oui, Mais on est bien d'accord. Oui, D'accord. Même les Non, mais c'est important la nuance. Parce qu'ils ne veulent pas faire face à leurs propres problèmes, ils ne veulent pas se regarder. Du coup, on préfère voiler les femmes. Je vais vous dire un truc. Oui, Darina Joumi. Dans les années 1900, quand Qasem Amin, qu'on appelle le père de l'émancipation de la femme, a écrit « Ils veulent cacher la femme », pour ne pas faire de la tentation aux hommes, que les hommes cachent leurs yeux à ce moment-là, et qu'on arrête de vouloir cacher Qu'ils les cachent femmes. tout d'ailleurs. Qu'ils cachent tout ce qu'ils veulent, mais qu'ils nous laissent À moins tranquilles. que ça ne soit que les yeux. Qu'on enferme les hommes. Oui, et qu'on en finisse. Tu vois les discours des salafistes quand ils partent sur appliquer charia, quand tu leur demandes, tu vois la première chose, lapidation, excision, J'ai toujours eu l'impression qu'ils étaient ils sont des des obsédés obsédés sexuels. sexuels, mais Ah bon, on l'a c'est dit en vrai. même temps, vous voyez. Oui, c'est vraiment Comme ça, quoi. c'est un problème. Ouais. Leur charia, ils s'arrêtent à leur bas, quoi. Est-ce qu'il y a des tweets et des commentaires sur Facebook, Julien, sur les obsessions sexuelles des hommes et leur... J'allais dire, il n'y a que ça. Hein. Ouais. Il n'y a que ça, mais Mais par rapport à l'évolution arabe, hein, je ne parle pas en règle générale. Bien sûr. Ouais. Il faut suivre le compte de Shahinaz. Voilà. Ouais. Non, pour revenir sur l'Égypte, qui est quand même un pays, je trouve fascinant à ce niveau-là, moi j'y suis allé en Égypte et j'avais demandé à une observatrice de prendre ce bus 6, 7, 8, bon, qui n'existe pas en fait, Non, donc on n'a pas trouvé le bus. Mais elle s'est filmée dans le bus, et ce qui était terrible, c'est qu'elle parlait aux femmes qui n'osaient pas parler, parce qu'il y avait des hommes autour, des hommes qui disaient tous qu'ils aidaient les femmes quand elles se faisaient harceler, donc ça n'existait pas. Le seul qui a reconnu les choses, qui était quand même assez clair, c'est le chauffeur qui disait « Ah oui, bah oui, moi si elle habille un peu à l'occidental, je vais la draguer, c'est une ouverture, c'est clair. » Mais C'était même aujourd'hui, C'est un appel. même aujourd'hui en Syrie, par exemple, qu'est-ce qu'on utilise en premier niveau? Qu'est-ce qu'ils attaquent? Ils violent les filles. Il y a même eu à un moment donné le mot d'ordre à toutes les le mot d'ordre à toutes les filles de ne plus sortir dans la rue parce qu'on attaque spécialement la fille pour les violer. Mais dans tous les conflits. Dans tous les conflits. Dans tous les conflits. systématique. Dès qu'il y a la guerre, on attaque les femmes. Aujourd'hui, les femmes en Syrie, avec tout ce qui se passe en Syrie, elles sont en train de s'organiser parce qu'on apprend aussi, on a vu comment ça s'est passé avec la Tunisie ou avec l'Égypte ou partout quand il y a eu les révolutions ou ce qui se passe au Bahreïn. Donc aujourd'hui, elles se regroupent, elles font des mouvements laïques pour les droits des femmes dès maintenant, et elles font des études dessus, elles proposent des lois, elles commencent à travailler bien avant. Les Syriennes s'organisent pour faire Elles s'organisent, elles sont malheureusement pas représentées dans les instances dites d'opposition. Pour avoir travaillé pas mal Aujourd'hui, avec... on a eu Souhair Atassi qui est représenté. Pour avoir beaucoup travaillé avec les Syriens depuis le début de la crise, le changement il a été net. Au début, j'avais beaucoup de femmes sur Skype, parce que moi je travaille sur Skype et je les interviewe par Skype. Au début, j'avais beaucoup de femmes. Quand la révolte a commencé à devenir armée, c'est quasiment impossible maintenant de parler avec une femme. Ou alors on va vous la donner un peu en pâture en disant regardez, on a aussi des femmes dedans, mais c'est complètement organisé. Il y a toujours Rima Fayhan, il y a toujours Razan, il y a oui, il y a les têtes de pont, mais les militantes, les militantes de là tout de base. suite en 2 minutes. Vous connaissez pas. Mais en 2 secondes, je peux vous citer 200 noms. Ok. Caroline, un petit mot. Oui, juste revenir sur le viol de Mariam, enfin qu'on a appelé Mariam à Tunis. J'ai longuement interviewé Boshra Belhadj, qui est une des femmes démocrates tunisienne et avocate, une des avocates de Mariam, appelons-la Mariam. Alors d'abord, il faut rappeler que le policier, un des 3 policiers qui est impliqué dans l'histoire du viol, enfin dans ce viol, avait déjà visiblement été impliqué dans d'autres viols. Les avocates tunisiennes me disaient que grâce, malheureusement, à ce cas, grâce à Mariam, la parole se libère. Et ce qui est intéressant, encore une fois, bien sûr qu'il n'y a pas de loi liberticide encore là sur les femmes, que la notion de complémentarité finalement a été enlevée et qu'on restera à l'égalité. Mais c'est que dans la société tunisienne, la femme est de plus en plus stigmatisée. Alors la femme habillée à l'occidental, je déteste dire ça moi, parce que je pense que la grille de lecture, elle n'est pas Occident et Orient. Il faut arrêter de sortir, il faut sortir de ça. Mais que la femme est de plus en plus, même si les lois pour l'instant ne sont pas liberticides, bah oui, il est de plus en plus dangereux de sortir tard le soir, d'aller prendre un verre avec une copine sur une terrasse, même de l'avenue Bourguiba. Pardon. Et c'est important de rappeler que, effectivement, s'il n'y a pas de loi, il y a en tout cas comme un consensus assez dangereux sur, oui, on a le droit d'attaquer les femmes. Allez, on a le droit de les attaquer, la parole se libère et les critiques se libèrent. C'est-à-dire qu'avant, malheureusement, et c'est très tabou ce que je vais dire,
mais la dictature protégeait les femmes. Ouais, mais c'est Et horrible. on avait une espèce bon, cela dit, l'avenue Habib Bourguiba, le Ça, centre-ville, il y a longtemps qu'on n'y Les va femmes plus, ne les s'y- femmes. n'y hein. sont plus. C'est vrai On y aussi. allait dans les années 70, 80, on était dans les bars avec les hommes. Mais moi, je me souviens d'il y a Et- 10 ans, avenue Ouais. Bourguiba, où j'allais prendre aussi Ouais. des verres avec des amis. Non, 10 ans. Alors, non, Nadia c'est El pas- Fani, c'est Nadia El plus que Fani, 10 la ans. dictature n'a pas Ouais. toujours protégé les femmes et on va revenir sur le Les cas. droits des femmes, les droits des le femmes. cas libyen avec les femmes réduites Ah non, bah, en esclavage en Libye, de feu Kadhafi. Regardez. Muammar Kadhafi en avait fait son image de marque. Des femmes gardes du corps qui le suivaient partout. Une légende, une mascarade même, qui masquait une terrible réalité sur le guide et les femmes. Esclaves sexuels par centaines, viols, séquestration, une barbarie érigée en système sur laquelle Annie Cogent, journaliste au Monde, a enquêté grâce au précieux témoignage de Soraya, une des victimes du guide libyen. La petite Soraya vient d'avoir 15 ans, elle est repérée à l'école le jour où il y a une visite. On lui demande de remettre un bouquet de fleurs au guide, elle est toute frétillante et, et très émue. Elle doit être très bien habillée avec l'ensemble des filles. Elle remet son bouquet de fleurs, il la regarde de haut en bas, il pose sa main sur la tête. Et c'est un signe, elle l'apprendra très vite, c'est un signe à ses gardes du corps pour dire « celle-là, je la veux ». Le lendemain, la jeune fille est retirée à ses parents, conduite dans le bunker du guide au cœur de Tripoli. Là, des femmes l'épilent, la maquillent, lui mettent un string. Après un test du sida, elle est offerte à Kadhafi qu'elle découvre nue sur un lit. Là, il va la violer brutalement, il va la battre, il va l'insulter, etc. Et ça va être comme ça pendant des mois, puisqu'il aura toujours besoin d'elle, plusieurs fois par jour, dans la nuit, au milieu de la nuit, dans la journée, etc. Elle va avoir une petite chambre sous sa chambre, à lui, dans sa résidence. Il y a juste un petit escalier, et régulièrement, des femmes, des chefs, femmes, du harem, viennent dans sa chambre pour lui dire « monte ». Et puis, il va effectivement la forcer à fumer, lui introduire des cigarettes dans la bouche pour que très vite... Et d'ailleurs, c'est ce qui les caractérise toutes. Elles sont toutes accros à la cigarette. Il va très très vite lui donner évidemment du hashish, mais aussi de la cocaïne. Elle va faire une overdose. Elle va être elle va être transportée à l'hôpital à un moment donné. Il l'habitue à boire du whisky. Un harem sordide dans les sous-sols de Bab al-Azizia, cette mystérieuse résidence que les Libyens ont pu visiter à la chute du dictateur. C'est là que des dizaines de filles sont tenues à la disposition de Kadhafi. Sans cesse, il en faisait recruter partout, dans les écoles, les mariages, de tous âges et de tous milieux. Des orgies sexuelles dans les sous-sols du palais, mais aussi jusque dans l'enceinte de l'université de Tripoli, où Kadhafi donnait des conférences. Et sous cet amphithéâtre, quelques jours après la prise de Tripoli, les rebelles ont trouvé un appartement secret dans lequel il y avait un petit bureau, un lit, une chambre, jacuzzi et juste en face, une salle d'opération gynécologique extrêmement équipée. Alors on peut avoir que froid dans le dos en imaginant ce qui a pu se passer là. On imagine des avortements évidemment, des réparations d'hymen peut-être, ou autres pratiques sexuelles barbares du maître. Combien sont-elles, toutes ces femmes esclaves sexuelles de Kadhafi ? Pourquoi le silence pendant toutes ces années, malgré toutes les complicités ? Il y a actuellement en Libye un secret terrible autour de ces pratiques de Kadhafi et aucune famille n'osera briser ce tabou parce que c'est l'opprobre pour toute la famille, voire pour toute la tribu, voire pour toute une ville et donc c'est juste impossible de dire ces choses-là. Des témoignages édifiants qui ouvrent un autre chapitre de l'ère Kadhafi où le sexe était un autre moyen d'oppression. Caroline Laurent-Simon, ce sont des choses qui, après les soulèvements populaires, ne peuvent plus avoir cours ou là, vu la situation et la prise en main Je ne pourrais pas le dire, du mais pouvoir... malheureusement, je pense que ça peut avoir cours dans n'importe quel pays. La chose que je voulais dire, c'est que la mère Makrel, dont parle Annie Cogent dans sa remarquable enquête, c'est une femme qui s'appelle Mabrouka, que beaucoup de chefs d'État... C'était en quelque sorte France la garde et du corps en ailleurs chef. ont rencontré, parce Ouais. que cette Mabrouka était véritablement le rouage essentiel de la diplomatie de Kadhafi. Annick en parle très très bien, elle fait vraiment un remarquable portrait d'elle dans son livre. Cette Mabrouka était la mère Makrel aussi de ce harem. Et ce qui choque aussi beaucoup de Libyennes, certaines amies que je peux avoir, c'est que pour l'instant, il y a une totale impunité. Pour l'instant, il n'y a pas de justice, il n'y a pas
pas d'enquête et voilà. Bon, alors, c'est vrai qu'on est loin de l'affaire Strauss-Kahn. Oui. Mais excusez-moi, mais les hommes de pouvoir se Il y a sont toujours des mères sentis matraques maîtres. Non, mais bien sûr, il ne s'agit pas de stigmatiser. Il ne s'agit même- pas de stigmatiser. Ce qui est important, c'est Je vais dire un truc. Partout dans les c'est qu'il y ait des gouvernements, enquêtes, on sait voilà. qu'il y Qu'on soit a dans le monde, qu'il y ait des une femme enquêtes. qu'on appelle Madame Claude du gouvernement. Mais oui. Ils font ça. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Que c'est normal que c'est... Non, pas du tout. Mais C'est malheureusement, scandaleux, il faut se c'est battre contre. Mais qu'on fasse comme s'il est le seul et qu'on le découvre, secret, c'est ridicule. Parce qu'on sait tous, c'est le non-dit. Comme l'histoire avec Strauss-Kahn en France. Tout le monde le savait, mais personne ne le disait. C'est pareil, je vous parle du Saddam Hussein et ses fils, de Assad et ses fils, de Moubarak et ses fils, de Kadhafi et ses fils, de tous les gouvernements, même au Liban, on a aussi nos histoires qu'on croit qu'on est moderne, c'est pareil. Et bien sûr, en Occident, on a la en Madame Occident, Claude, le ici pareil. Partout, oui. Partout, il y a une Madame Claude dans les Je rappelle gouvernements. juste que Non, mais quand pour Kadhafi est l'anecdote, venu en Nadia France, Alfani, oui. quand Kadhafi est venu en France, il y a une fameuse journaliste dont j'ai oublié le nom. Nimona Interman. Qui a témoigné, Ouais. je me souviens très très bien au journal télévisé, et c'était extraordinaire de voir à quel point il y a eu une espèce de silence chape de total. plomb Ah, mais total. sur ce qu'elle racontait, et alors que c'était scandaleux. Et cet homme était là, il occupait le jardin des Tuileries, c'était presque comique, enfin franchement. Gaddafi, qui ne savait pas ce qui se passait en Libye, mais ça me fait rire. Franchement. et y compris sur le territoire français avec ces jeunes femmes. Pour revenir au cas égyptien aujourd'hui, vous êtes militante, vous travaillez, vous écrivez sur les blogs pour sensibiliser vos concitoyennes sur la situation des femmes. Là, quand vous voyez les discussions autour de la Constitution, la possibilité, les demandes d'application de la charia islamique, en tout cas une interprétation de cette charia, leur charia, comment vous réagissez et comment vous vous battez? Bon, bah en fait, c'est vrai que maintenant, c'est très... on a peur. Bah, beaucoup de filles même... bon, j'étais au Caire il y a 2 mois et aussi j'ai vu beaucoup de filles. Et on a peur en fait parce que c'est vraiment... Ça devient très radical, ces gens-là. Bon, je parle surtout sur les salafistes qui ont maintenant parole sur Quel les est leur chaînes, poids réel par rapport, par exemple, aux frères musulmans en fait, et au reste de la société? Bon, par rapport aux frères musulmans, les frères musulmans ils réclament qu'ils sont plus progressifs. Mais en fait, ils sont tous pareils. Hein. Progressistes. Parce que progressistes.